Bon, si vous voulez être data scientist en 2024, au moment où on tourne ce podcast, pour moi, quand vous avez les compétences, quand vous êtes capable d'apporter de la valeur à l'entreprise, il y a toujours de la place pour vous. Je vois beaucoup de personnes qui disent, je connais Python, je connais SQL, je suis data scientist. Mais non, il y a beaucoup plus que ça. Donc je vais sur Kaggle, je cherche des bases de données qui sont relatives à cette thématique-là. Je vois beaucoup sur Internet dire, ne faites pas les mêmes projets que tout le monde. Moi, je vais déconseiller ce mythe. Je fais un modèle, c'est comme si tu avais un super pouvoir. Par exemple, quand il fait un modèle prédictif, il sait, tel client, il va pas rembourser son crédit, tel autre, tu vois. J'ai un super pouvoir, écoutez. Alors aujourd'hui, je reçois Natacha qui est Senior Data Scientist et plus spécifiquement analyste quantitatif. Donc, c'est un peu le Data Scientist du secteur bancaire. Natacha nous expliquera probablement ça plus en détail. Actuellement, tu es à la Société Générale en tant que consultante. Et en parallèle, Natacha crée du contenu avec beaucoup de succès sur LinkedIn et YouTube, notamment sur des sujets techniques ou sur des conseils de carrière à destination en particulier des data scientists, mais voilà, des profils data plus largement. Ouais. J'ai vu que tu avais dépassé les 20 000 abonnés sur LinkedIn. Exactement. Et que tu as approché les 8 000 abonnés sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Le Coin Stat. Donc c'est vraiment impressionnant. Hello Natacha, ça va ? Ça va et toi ? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours et surtout ton passage en tant que créatrice de contenu pour commencer, s'il te plaît ? Okay. Au niveau de l'introduction, tu avais déjà très bien présenté. Donc moi, c'est Natacha Njongwa. Ça fait déjà, depuis 2019, je travaille en tant que data scientist, principalement dans le secteur bancaire. Au quotidien, en fait, mon rôle, c'est d'accompagner les banques à développer les modèles de risque de crédit, en fait, en utilisant les modèles statistiques. Ça, c'est ce que je fais au quotidien sur le plan professionnel. En parallèle, j'aime beaucoup partager. Comme tu l'as dit, je suis déjà enseignante. J'interviens dans l'INSAI en tant que chargée de TD. Je suis dans les cours de Python, SQL. Et je partage énormément sur YouTube, le coin stat, également LinkedIn tous les matins à 8h, un nouveau post autour de la data. Donc voilà à peu près qui est Natacha, donc créatrice de contenu et data scientist, consultante à mon propre compte au sein de la Société Générale. Donc voilà. Aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'était que je me mette un peu dans les pieds justement d'un étudiant ou d'un profil data, peut-être en début de carrière, et que je te pose pas mal de questions et que tu m'aides à lancer, voire accélérer ma carrière en data. Si on commence sur le sujet des études, tu me recommanderais de faire quelles études ? En fait, il y a les parcours classiques, en fait. Si aujourd'hui vous êtes en France et que vous voulez travailler en tant que data scientist, parce que c'est le métier que je maîtrise le mieux, parcours classique, c'est j'ai fait des classes prépa, j'ai fait une licence en mathématiques appliquées. Ensuite, j'intègre des écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai fait l'INSAI, qui est une école d'ingénieurs en statistique à Rennes. Il y a l'INSAE, il y a d'autres écoles comme l'ISFA, il y a l'USUP. Il y a pas mal d'écoles en data science. On va dire que c'est la voie un peu royale qui est parfois difficile parce que c'est compétitif. Mais sinon, deuxième parcours que moi je recommande à tous ceux qui veulent être data scientist, c'est de passer par des universités. Il y a d'excellents masters en data science, en statistique, tout ce qui va être économétrie. Ce qui est important à savoir, c'est pas forcément le parcours, c'est qu'est-ce que d'abord un data scientist. Parce qu'avant de conseiller des parcours, il faut comprendre ce que c'est. Le data scientist ou bien la data scientist, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre les données utiles. Et pour rendre ces données utiles-là, qu'est-ce qu'on utilise au quotidien ? Les mathématiques, les statistiques, le machine learning, la programmation, la communication et la connaissance business. C'est tout ça qui vous rend data scientist. Donc, tout programme de formation qui vous donne l'ensemble des compétences que j'ai données vous permettront de devenir data scientist dans les masters, spécialisés aussi dans les grandes écoles. Toutes les écoles aujourd'hui se battent pour créer leur cursus parce qu'on dit souvent que c'est le métier le plus sexy du 21e siècle, donc tout le monde veut en faire. Donc, regardez juste le programme, regardez les maths, les stats, machine learning, programmation. Et voilà, le combo pour être data scientist. Justement, on reviendra un peu sur cet aspect plus marché aussi, genre est-ce que c'est encore le bon moment ou pas, parce que je serais curieux d'avoir ton avis. Ouais. Juste avant ça, il y a pas mal de gens aujourd'hui aussi qui sont pas forcément étudiants, mais qui sont plutôt sur une dynamique de reconversion, toi qui es déjà en poste, et qui aimeraient bien devenir data scientist. Aujourd'hui, c'est quelque chose, ça aussi, que tu trouves réaliste, et si oui, par quelle formation tu conseilles d'y aller, quoi ? C'est de retourner dans les voies royales ou plutôt de passer par les bootcamps comme on en voit fleurir sur le marché? En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que tout est possible. Donc, peu importe le parcours que vous avez, vraiment, tout est possible. Vous pouvez devenir data scientist si vous le souhaitez vraiment. Mais il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Je vous donne les compétences nécessaires. Ça veut dire, si vous connaissez les mathématiques, vous connaissez les statistiques, vous comprenez le machine learning, vous savez programmer Python, R, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas data scientist.
Maintenant, la question, c'est comment, en fonction du parcours. Je pense qu'on a déjà un certain nombre d'années d'expérience. Aller à l'université, ça peut être compliqué. Mais même comme moi, je pense que c'est possible, ok? Donc, si vous avez la possibilité, faites des masters en ligne parce que c'est bien rigoureux, vous avez le temps de bien apprendre. Mais sinon, vous allez faire un bootcamp ou encore une formation en ligne. Vous faites un bootcamp parce que c'est bien structuré, il y a un programme qui vous est assigné, parfois vous êtes accompagné. Et c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est dans un processus d'apprentissage. Et dans ces formations, on n'est pas pour avoir les notes, on n'est pas pour comprendre. Donc, rassurez-vous que vous comprenez le métier en faisant des projets. Vraiment, faites énormément de projets. Et l'une des difficultés, en tout cas, que j'ai remarqué sur des personnes qui sont en reconversion, il y a souvent des difficultés à trouver le travail. Et moi, je dis souvent que le background que j'ai eu avant, j'étais par exemple en marketing, ça peut être un levier. Comment j'utilise la data science pour appliquer au secteur que je faisais avant. Donc, en me formant, je me rassure que je comprends les problématiques des acteurs pour lesquels je vais travailler et j'intègre leurs problématiques dans ma formation. Et c'est comme ça que j'arrive à me reconvertir. Oui, donc c'est par exemple, je travaille depuis 10 ans comme tu dis, dans le marketing ou dans le BTP ou dans un secteur particulier. Et là, je vais pouvoir bénéficier de ça pour me reconvertir en tant que data scientist spécialisé sur ce secteur. Mais voilà, potentiellement, ça peut aussi être un projet de plus long terme. C'est vrai que si on doit se remettre à niveau en mathématiques, il faut peut-être accepter, comme tu dis, d'aller repasser 1 an à se remettre à niveau. Et en fait, à l'échelle d'une carrière, repasser 1 ou 2 ans, voire 3 à opérer une reconversion, c'est pas tant que ça, quoi. Les gens, ils sont trop pressés parfois. Exactement. Et en fait, ça, c'est un biais qu'on a tous en tant qu'être humain. On veut que tout se passe très vite. Et les bootcamps, ils l'ont compris. Bah, bien sûr, il faut vendre son produit. Vous allez être data scientist en 2 mois, en 6 mois. Bah, c'est marketing. Mais sachez que peu importe ce que vous allez faire, ça demande du temps et de la pratique. Si tous les jours, vous mettez 7 heures à faire que la data science, je pense qu'en 1 an, vous pouvez le faire. Mais si vous mettez 1 heure par semaine, c'est pas en 2 mois que vous allez y arriver, en fait. Donc, ça dépend aussi de l'intensité que vous mettez dans votre apprentissage. Ouais. Il y a un point fondamental que tu as mis ici sur la table, c'est que 2 ans à l'échelle d'une carrière, ça ne représente rien du tout. Absolument rien. Une carrière, c'est quoi? 20, 30, 40 ans. 2 ans, écoutez, vous avez le temps, quoi. Donc, prenez le temps de vous former et puis apprenez. Et aussi, n'attendez pas à être parfait tout de suite. Aujourd'hui, ça fait déjà bientôt 5 ans que je travaille dans le secteur. Moi, il y a encore des choses que je dois apprendre. Et moi, ça ne m'empêche pas d'avancer parce qu'il y a tellement... Tout le monde doit apprendre. Moi aussi, j'apprends. Vous apprenez à votre échelle et au fur et à mesure, on grandit ensemble, en fait. Peut-être, j'étais curieux qu'on fasse un petit point sur les métiers. Les 3 principaux qu'on retrouve dans quasiment toutes les organisations, ça va être le data scientist, le data engineer et le data analyst. Peut-être, est-ce que tu peux rappeler un peu en 2 mots la différence entre ces 3 métiers et aussi expliquer, je sais pas, lequel tu recommanderais. Alors, peut-être pas lequel tu recommanderais de faire parce que toi, tu es data scientist. Donc, c'est biaisé. C'est un peu biaisé. Ouais. Mais voilà, quelle serait la grille de lecture pour choisir vers quel métier on devrait s'orienter en fonction de son envie, tu vois. Déjà, le point commun entre tous les métiers que tu évoquais, data scientist, data analyst et data engineer, c'est la donnée. C'est ça le point commun. Mais tant qu'on dit données, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les entreprises qui ont les données, ce sont les entreprises qui ont le pouvoir. Google, Facebook, Amazon, les GAFA, bref. Toutes ces entreprises-là, elles ont nos données. Elles font des publicités et ça donne de l'argent. Donc, la donnée, c'est le pouvoir. Toute entreprise qui a la donnée veut donc laisser comprendre pour pouvoir avoir des décisions éclairées. Ça, c'est la base, en fait. Du coup, dans ce process-là, il y a plusieurs choses. Lorsqu'on a la donnée, il faut qu'on ait des bonnes infrastructures pour les stocker. Il faut qu'on ait un bon système d'exploitation pour pouvoir les analyser. Donc, le data engineer, il intervient vraiment à ce niveau-là. Comment est-ce que j'arrive à concevoir des pipelines pour le stockage, le traitement de ma donnée? Donc, c'est vraiment mettre en place des bons outils pour avoir les données de qualité. On parle souvent de pipeline, de traitement de données. Ça, c'est le premier profil. Et en général, ces personnes doivent avoir un très, très bon profil informatique, programmation, tout ce qui va être Python, SQL. Une fois que la donnée est bien stockée, est bien organisée, le deuxième métier, c'est le métier de data analyst. Leur rôle, c'est souvent de créer ce qu'on appelle les dashboards, faire des analyses pour pouvoir comprendre comment est-ce que le business fonctionne, analyse, par exemple, je suis toujours dans l'entreprise marketing, combien de ventes on a eu ce mois, combien de ventes on a eu le week-end, vraiment faire les dashboards qui vont aider le business à prendre des décisions éclairées. Le troisième métier qu'on va souvent voir, c'est le métier de data scientist. Le data scientist ou la data scientist, on rend la donnée utile. Ça veut dire quoi? Mathématiques, statistiques, machine learning, en développant les modèles, par exemple, prédictifs pour pouvoir aider à prendre des décisions. Je prends mon cas, moi je travaille dans le secteur bancaire et j'accompagne les banques sur tout ce qui va être modèle de risque de crédit. Ça veut dire que lorsque vous venez en banque récupérer un crédit, il y a ce qu'on appelle le score, donc la note. Est-ce que vous êtes risqué ou pas? Est-ce que vous allez rembourser votre crédit en temps?
Donc, mon rôle, c'est de développer justement ce type de modèle-là. Et c'est ça, le rôle du data scientist. Pas que, en tout cas, mais c'est l'une des différences fondamentales entre data scientist et data analyst. Data scientist va un peu plus loin, développe des modèles prédictifs pour prédire, en fait, comment est-ce que le business va évoluer, quels sont les clients qui vont aller chez le concurrent, par exemple. C'est ce qu'on appelle le churn en marketing. Quels sont les clients qui vont souscrire à notre offre d'emploi? Je suis sur TikTok. Quelle est la prochaine vidéo que je dois regarder? Ça, il y a des modèles prédictifs derrière, en fait, qui sont développés. Voilà à peu près les 3 métiers. Tu vois que c'est 3 profils différents. Donc, encore, les choix, ça dépend de vos appétences. Ça dépend de votre profil de base. Voilà. Et si on en revient un peu au sujet du marché, en termes d'insertion, aujourd'hui, tu penses que c'est encore le bon moment pour se diriger dans la data, déjà, de manière générale, et plus spécifiquement vers un métier, par exemple, de data scientist. Je fais spécifique sur celui-là parce que je pense que c'est celui que tu maîtrises le mieux. Parce que, justement, comme tu le disais, on disait souvent que pendant un moment, il y avait l'âge d'or du data scientist, c'était le métier du XXIe siècle. Et puis, on a l'impression que depuis peut-être quelques années, ou en tout cas, voilà, plus récemment, ce métier-là semble un petit peu plus saturé. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué de s'insérer dans ce métier-là. Donc, curieux d'avoir ton avis là-dessus. Une question que je vais te poser, Robin. Qu'est-ce qui est simple dans la vie? Même manger, c'est pas facile, hein, parce que tu vas prendre que c'est difficile. Bref, il n'y a rien qui est facile. Et moi, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Il y a 5 ans, c'était le bon moment pour être data scientist. L'année dernière, pour moi, c'était le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Donc, il n'y a jamais de bon moment pour faire ce qu'on souhaite faire. Donc, si vous voulez être data scientist en 2024, au moment où on tourne ce podcast, pour moi, quand vous avez les compétences, quand vous êtes capable d'apporter de la valeur à l'entreprise, il y a toujours de la place pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui se disent « Mais j'ai besoin de ce data scientist ou bien de cette data scientist qui m'accompagne pour répondre à cette problématique et je ne trouve pas. » Je suis sûre qu'on vous cherche. Donc, si vous avez la compétence, allez-y, le marché est ouvert pour vous. Mais par contre, si vous voulez rester moyen, faire comme tout le monde, peut-être que ça sera saturé pour vous, tu vois. Donc, pour moi, je pense que le marché n'est pas si saturé que ce qu'on pense. Je pense qu'il y a encore de la place pour toutes les personnes qui sont capables d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Parce qu'au quotidien, quand on crée une entreprise, on veut faire grandir l'entreprise, on veut apporter de la valeur dans le monde entier. En général, c'est ça, on fait la vision de l'entreprise. Du coup, si moi, en tant que data scientist, j'ai cette compétence-là et je comprends le métier que je veux accompagner, je pense qu'il y a de la place pour moi. Ouais, donc tu veux dire que c'est d'y aller, mais en revanche, c'est d'y aller à fond avec une ambition et de vraiment, finalement, tout donner pour devenir un très bon profil, quoi. Exactement. Faut pas juste s'arrêter à la moitié du chemin, avoir quelques compétences et puis s'arrêter là. C'est bon, c'est apprendre et jusqu'à atteindre un haut niveau, quoi. Mais en fait, comme dans toute discipline, c'est vrai que de toute façon, c'est toujours plus facile pour les 10% qui sont les meilleurs dans la discipline. Et aussi, un point, quand on dit souvent travailler dans la data ou bien être data scientist, j'ai dit au départ que j'étais data scientist, mais pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Parce que être data scientist en finance, c'est pas la même chose que d'être data scientist en santé. Ce n'est pas la même chose que d'être data scientist qui travaille dans les problématiques marketing. C'est 3 métiers complètement différents. Ça veut dire que quand je me forme pour être data scientist, je ne peux pas seulement apprendre les maths Python. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent je connais Python, je connais SQL. Ouhou, je suis data scientist. Mais non, il y a beaucoup plus que ça. Est-ce que tu comprends les métiers que tu vas impacter? Par exemple, je prends encore le cas de la finance. Les banques, en fait, elles ont un fonctionnement. Est-ce que tu comprends le fonctionnement de cette banque-là? Parce que pour pouvoir analyser les données financières, il faut que tu comprennes la variable qu'il y a derrière. Si tu ne comprends pas, tu peux apporter de la valeur, mais vraiment pour se différencier, il faut donner ce pas de plus. Il y a Casey Kosikov, que moi je suis, qui était Chief Decision Scientist chez Google, qui met souvent ça en avant en fait. Elle a créé le poste Chief Decision Scientist. Parce qu'on parle beaucoup de data scientist, mais on ne parle pas du data scientist qui apporte de la réelle valeur en combinant business et compétences statistiques. Parce que pour moi, la valeur, elle est dans la combinaison des deux. Ce n'est pas seulement dans la maîtrise des stats et des mathématiques. Comment est-ce que la mathématique, la statistique, permet de générer du chiffre d'affaires à mon entreprise? Comment est-ce que je fais améliorer les systèmes? Et donc maintenant, si on parle un peu du type de boîte, parce que moi j'ai souvent aussi cette question de gens qui se reconvertissent ou qui sont encore étudiants et qui se demandent qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'essaie d'aller dans une start-up? Est-ce que j'essaie d'aller dans une grosse boîte? Est-ce que j'essaie d'aller dans le conseil? Alors parfois je dis en mode juste trouve quelque chose déjà et puis après on voit. Mais genre supposons que tu arrives à avoir le choix du roi comme on dit. Toi, quelle est un peu ta reco là-dessus? Est-ce que tu as une conviction sur les meilleures boîtes pour faire ses armes un petit peu dans la data? Déjà, quand on parle de data, c'est la donnée. Donc, il faut que l'entreprise déjà aide de la donnée pour pouvoir être data scientist. Sinon, je pense que tu vas faire un autre métier, ça ne sera pas celui de data scientist. Donc, premier critère, est-ce que l'entreprise a la donnée? Est-ce que les systèmes d'information sont plutôt pas mal?
Et en général, du moins aujourd'hui, c'est principalement les grands groupes parce qu'elles ont historiquement plus de clients, elles ont de donner le plus grand volume. Donc, en tant que data scientist, la plupart du temps, c'est même des grands groupes qui ont ce type de besoin. Imagine-toi une PME qui vient de se créer, elle n'a pas encore des clients. Donc, voilà, ça c'est le premier critère, c'est orientez-vous vers les grands groupes parce qu'il y a de la donnée, pas parce que c'est le grand groupe. Deuxième, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de startups. Je pense que Google, c'est encore une startup, entre guillemets. Donc, il y a pas mal de startups qui sont très intéressantes en matière de données. Donc, les deux conseils pour moi, ce sera grand groupe parce que c'est elles qui ont vraiment la donnée qu'on peut analyser. Et les startups parce qu'il y a de l'ambition, il y a du dynamisme, il y a tout ce qui va être technologie qu'on peut apprendre dans ce type d'environnement. Et il faut bien les choisir par contre parce qu'il y a startups et startups, entre guillemets. Peut-être un dernier conseil sur la partie un peu recrutement, trouver sa voie dans la data. Pareil, tu parlais de faire des projets. Est-ce que tu as d'autres tips un petit peu pour enrichir son CV, genre pour je sais pas, avoir des sujets à aborder pendant les entretiens? On conseille, comme tu le disais tout le temps, d'avoir des projets un peu personnels. Tu as une idée de projet que tu pourrais faire ou je sais pas, 2-3 tips autour de ça pour préparer les entretiens? Peut-être même illustrer toi les projets dont tu parles. Après, maintenant, je pense que tu n'as plus besoin de parler de tes projets perso, toi, mais dont tu parlais à l'époque, je sais pas. Après, moi, dans mon école, la force, je pense que l'une des forces de l'ENSAI, c'est ça, c'est que on a intégré les projets très tôt dans le cursus. Par exemple, en deuxième année, on avait un projet de statistique et ce projet de stat était fait avec des entreprises. Donc, on avait la vraie donnée, une vraie problématique. En troisième année, pareil, j'ai fait un projet avec LCL. C'était sur le scoring. Donc, il ressemble à peu près à ce que je fais au quotidien. Le scoring, c'est ce qui permet de noter les clients. Donc, dans mon cursus, j'avais cette possibilité-là de travailler sur les problématiques réelles des entreprises. Donc, c'est à peu près les projets que moi j'ai fait. Après, si vous n'avez pas cette occasion d'avoir des projets avec des entreprises, aujourd'hui, il y a Kaggle. Donc, premier réflexe, c'est aller sur Kaggle, faites des projets et orientez aussi vos projets sur des thématiques. Par exemple, je m'intéresse beaucoup au marketing, je m'intéresse à la finance, je m'intéresse à la santé, je m'intéresse à l'industrie. Donc, je vais sur Kaggle, je cherche des bases de données qui sont relatives à cette thématique-là. Je vois beaucoup sur Internet dire ne faites pas les mêmes projets que tout le monde. Moi, je vais déconseiller ce mythe parce que quand on dit souvent ne faites pas les mêmes projets que tout le monde, ça met un stress supplémentaire. Parce que déjà, vous ne comprenez même pas la technologie, vous ne comprenez même pas l'outil. Et deux, vous rajoutez encore, il faut que je trouve le projet parfait. Non, déjà, commencez par apprendre la technique, commencez à apprendre comment ça marche. Une fois que vous avez bien compris comment ça marche, vous choisissez maintenant un projet plus personnel, vos intérêts. Si vous avez le projet personnel au début, c'est bien. Mais si vous n'avez pas, commencez avec ce que vous avez. Sur Kaggle, il y a pas mal de données. Vous pouvez commencer avec ça. Et voilà, c'est le conseil que je donne sur le sujet. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Il y a une chaîne YouTube que moi j'adore. C'est StatQuest. Je ne sais pas si tu la connais, Robin. Non. StatQuest, c'est Josh... Attends, j'oublie son nom. Stam, quelque chose comme ça. Okay. Il a fait une playlist et il présente en fait les statistiques. Moi, j'adore les stats. Le machine learning, le deep learning, bref, il a vraiment de belles vidéos sur le sujet. Allez-y, c'est en anglais. Deuxième recours, c'est une chaîne en français pour le coup. Et franchement, il a fait quelque chose de génial, Guillaume Saint-Cyr. C'est Machine Learning. Okay. Il a créé une bibliothèque sur le machine learning, deep learning et une formation gratuite en Python accessible à tous. Et encore côté anglophone, une que je suis beaucoup, c'est Casey Kosikov. Elle a un médium où elle vulgarise les statistiques. Et moi, ce que j'adore sur son contenu, c'est pas très technique en fait. Tu vois, pas des thèmes techniques avec le mot que tout le monde ne peut comprendre. Elle a même fait une série de vidéos sur YouTube, pardon. C'est quoi le nom? C'est Making Friends with Data. C'est accessible vraiment à tous. On parle de tous les concepts de data de façon simple. Ça, c'est un autre recours. Après, côté data engineering, il y a Willis Nana qui est au Canada, que je suis énormément. Il y a Kevin Rosamer, data analyst sur LinkedIn, Benjamin Eisenberg, si vous voulez vous maîtriser en fait Power BI. Donc il y a pas mal de profils aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas monter en compétences. Bien sûr, je recommande le point stat, attention. J'allais oublier. On mettra tous les liens en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Il y a deux parties de ce métier que j'adore. Le premier point, c'est, tu vois, j'ai dit, c'est là de rendre la donnée utile. Et en général, lorsqu'on veut rendre cette donnée utile, on commence d'abord par analyser, par comprendre. Il y a ce qu'on appelle en statistique les corrélations, les liaisons. C'est comme si j'ai fait de l'exploration en fait. À la base, je ne sais pas ce que je vais trouver. J'analyse les liens entre les variables et je vois un résultat. Ah, telle variable impacte telle autre. Je fais un modèle. C'est comme si tu avais un super pouvoir. Par exemple, quand il fait un modèle prédictif, je sais, tel client, il ne va pas rembourser son crédit, tel autre, tu vois. J'ai un super pouvoir, écoutez. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième point aussi que j'aime dans ce métier, c'est le fait justement, je disais de se spécialiser, mais moi je suis convaincue que si aujourd'hui je vais aller travailler dans un autre secteur qui n'est pas le secteur financier,
bah, je vais y aller parce que j'ai déjà les compétences de base et maintenant, ça sera plus apprendre le nouveau métier. Et ça, c'est une force, franchement, qu'on a en data. Je n'ai pas encore vu ça dans beaucoup de métiers. Et voilà les deux aspects de mon métier que moi, j'aime. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? J'aime beaucoup l'informatique. J'aime beaucoup la pratique. Quand j'étais encore en école d'ingénieur, je faisais énormément de projets. Donc, c'est le fait justement de faire ces projets-là qui m'aidaient aussi à avancer. Parce que lorsque je faisais des projets, je comprenais réellement l'impact. Et je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, je me dis, mais ce que je fais au quotidien, c'est comme c'est un projet que j'avais fait à l'école. C'est ce que je me disais. Donc, c'est ça qui m'a fait progresser. Un autre point aussi qui m'aide aujourd'hui, c'est le fait de partager sur les réseaux. Ok. C'est contre-intuitif, mais je trouve que j'apprends beaucoup en partageant avec les autres. J'apprends beaucoup en enseignant. Et il y a Steven Bartlett qui arrive, il a créé Diary of CEO, un podcast. Il a dit une phrase qui m'a marqué, c'est que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, c'est l'enseignant. Ah oui? Ouais. C'est l'enseignant. L'enseignant apprend. Non seulement tu enseignes les étudiants apprennent, mais toi également, tu apprends énormément parce que tu apprends d'abord le fonctionnement de tes étudiants. Tu apprends ta matière parce qu'il y a des questions inattendues qui arrivent et tu fais « Ah, je ne comprenais pas ça. » Et peut-être pour rebondir là-dessus, on dit souvent que pour être un très bon professionnel, il faut faire la veille technologique. Mais quand je savais ça, faire de la veille, c'est un peu passif. C'est plus tu ingurgites l'information, mais tu n'as pas forcément le temps de l'approprier. Alors qu'en partageant, je mets mes mots sur chaque sujet. Quand tu es en école d'ingénieur, on t'apprend à réciter le cours. Mais quand tu partages, tu apprends à donner ce cours-là avec tes propres mots et ça montre que tu as compris. Une anecdote, ma première vidéo, c'était sur la p-valeur. La p-valeur, en fait, c'est un concept stat qui permet en fait de valider des tests d'hypothèse. C'est un concept central de base pour tout data scientist. Tous les jours, tu dis c'est significatif, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Et quand j'ai fait cette vidéo, j'ai fait « Oh mon Dieu, je comprends pas ce que ça veut dire. » Et là, j'ai fait la vidéo, j'ai fait l'exercice, c'est 10 minutes, je pense que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et ça m'a permis de comprendre ce que signifie réellement ce thème. Donc partager, franchement, c'est le hack qui me permet de progresser tous les jours. Et du coup, sur ce sujet justement de la création de contenu, on est passé un peu vite dessus. Donc c'est ça, ce qui te motive le plus, c'est que tu as pris goût au fait d'ingurgiter des notions, de valider que tu les comprends bien en les repartageant, et puis je suppose aussi ta relation avec les gens avec qui tu partages ça. Est-ce que tu as une vision un peu derrière? Est-ce que ton but à un moment donné, c'est éventuellement de passer à temps plein dans l'enseignement, ou est-ce que non, tu as envie de continuer à faire les deux de front, d'avoir un pied dans l'entreprise et un pied dans la création de contenu et l'enseignement? Okay. Bah, déjà, pour te raconter une histoire, la raison pour laquelle j'ai commencé à partager, j'ai commencé à travailler en 2019. Moi, à la base, je n'étais pas capable de discuter avec toi comme ça aujourd'hui, Romain, parce que j'étais très timide. J'avais trop peur de ce que les autres vont penser de moi. Je n'avais pas forcément confiance lorsque je discutais avec les gens. Et je lisais énormément de livres sur tout ce qui va être développement personnel, communication, marketing. Et dans ces livres-là, il y a quelque chose qui revenait, en fait. Il y a justement un auteur que je partage tout le temps sur les réseaux, c'est Seth Godin. Et ça fait déjà 25 ans, il fait des publications tous les jours. Et dans son livre, Lichping, il disait en fait que pour apprendre une notion, c'est plus efficace de partager. Et en 2024, le CV, c'est juste une raison pour le recruteur de ne pas vous recruter. On ne recrute plus sur CV, il faut montrer votre personnalité, il faut montrer qui vous êtes, apporter de la valeur au monde, en fait. C'est toutes ces lectures qui m'ont poussé, en fait, à me mettre sur les réseaux sociaux aussi, apporter ma pierre à l'édifice, et aussi déjà renforcer, apprendre à communiquer, apprendre à partager. C'était la première raison. Et la deuxième raison qui m'a poussé également à être sur les réseaux sociaux, c'est, tu vois, aujourd'hui, je suis une femme noire, je vis en France. C'est pas courant de voir des femmes noires qui partagent sur les data science. C'est très rare. C'est vrai. Et aujourd'hui, le fait de voir que j'inspire énormément de personnes, des personnes qui voient que c'est possible de devenir data scientist, en fait, c'est pas seulement pour les autres. Et voilà une deuxième raison pour laquelle je partage. Et troisième raison, c'est, comme je t'ai dit, moi, c'était d'abord pour mon développement personnel dans l'entreprise, le fait de communiquer, le fait de rester à jour. Mais de plus en plus, par exemple, là, avec Benjamin Eisenbeck, on a créé une première formation pour pouvoir aider des personnes à maîtriser les statistiques. Donc, de plus en plus, je veux davantage développer ce type d'activité, mais je compte garder l'entreprise parce que ça te permet d'apprendre et d'appliquer. Et l'aspect partage pour partager ce que tu apprends, en fait. Peut-être pour conclure, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Pour conclure, le meilleur conseil qu'on m'a donné, là, c'est celui de mon papa, en fait. J'ai quitté le Cameroun en 2017. Et mon père m'a dit une phrase qui m'a toujours marquée, c'était « Natacha, partout où tu vas, tu es chez toi. » Franchement, je n'ai jamais oublié cette phrase, ça résonnait toujours en moi. Et c'était en 2021, j'ai assisté à une conférence de Philippe Simo, c'est un entrepreneur camerounais qui a la chaîne YouTube Investir au pays, qui a plus de bientôt 1 million d'abonnés. Il avait invité Chon Yang. Qui est Chon Yang? En fait, c'est un Sénégalais qui est allé
aux États-Unis. Il était très actif dans la campagne de Barack Obama. Et ensuite, il est retourné en fait au Sénégal. Il est entrepreneur social. Il a dit pendant la conférence, il y avait principalement des afro-descendants. Vous êtes chez vous. C'était ici, au Palais des Congrès. Palais de Versailles, c'est plus trop. Vous êtes chez vous. J'ai fait, waouh. Vous êtes chez vous, ça veut dire quoi, Robin? Ça veut dire que je suis chez moi. Je dois donner le meilleur pour que la maison soit de bonne qualité. Je dois faire de mon mieux pour que tout se passe bien autour de moi. Je dois donner de mon mieux, en fait. C'est pas parce que je sais pas quand je serai au Cameroun que je serai à 100%. Je suis à 100% ici. Et moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Donne de ton mieux partout où tu es. Et c'est la même chose que je vais donner à tous ceux qui suivent aujourd'hui ce podcast. Écoute, c'est méga inspirant. Je reste bouche bée. Je pense qu'on va finir là-dessus. Okay. Merci beaucoup, Natacha. En tout cas, c'était vachement intéressant, ton retour d'expérience, que ce soit sur tous les conseils que tu as donnés, voilà, pour ceux qui souhaitent se lancer ou accélérer leur carrière dans la data, mais aussi tous tes petits tips et voilà, nous avoir partagé un peu aussi tes motivations sur tout ce que tu fais. Moi, je suis impressionné, j'en parlais encore avec ma copine ce matin, de la cadence et du rythme que tu as et de ce que tu arrives à construire tout en ayant un job à côté, parce que moi, je suis passé à temps plein et j'ai l'impression d'avoir du mal à, tu vois, à avoir une cadence similaire à la tienne. Donc, franchement, bravo. Merci. J'ai hâte de suivre tes aventures. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir de partager aujourd'hui avec toi. Allez, à bientôt. À bientôt.